savez, notre déficit commercial international est abyssal. Abyssal. 85 milliards en 2021. Tout à fait. Bien, j'aimerais connaître votre positionnement et celui de la France dans le nouvel ordre mondial incertain face aux Chinois, aux Russes, à Biden. Le déficit commercial, ça provoque un appauvrissement du pays et une possession par l'étranger de notre pays. Je donne toujours un chiffre en contrepoint, ce qu'on appelle la position extérieure nette. En deux mots, c'est très simple, c'est ce que nous possédons sur l'étranger et ce que l'étranger possède sur nous. Nous sommes possédés à hauteur de 695 milliards d'euros. Ça fait 30% de notre PIB. Pour vous donner un point de comparaison, les Allemands, eux, sont à un excédent de 2700 milliards. Je fais deux diagnostics. Le premier, c'est que nous ne sommes pas compétitifs parce que nous sommes trop taxés. Et donc, je baisse les impôts de production, l'IS, et je le finance par une réduction des dépenses, de la gabegie, et par le retour de la solidarité nationale. C'est-à-dire que je pense que nous avons un modèle social qui nous coûte le fameux pognon de dingue dont parlait Emmanuel Macron, plus de 800 milliards quand même. Donc moi, je veux que la solidarité nationale redevienne nationale. Pour une réindustrialisation, je fais des zones franches dans les zones, vous voyez, qui ont été désindustrialisées pendant 5 ans, pas d'IS, pas d'impôts pour les sociétés qui s'installent là. Je baisse les impôts de production de 30 milliards. Et deuxièmement, je propose que chaque pays puisse garder une partie, d'entre 25 et 50%, des commandes publiques pour ces entreprises nationales. Deuxièmement, j'établirai un comité de surveillance rattaché au Premier ministre pour les investissements étrangers. Il y a des cas très louables. Par exemple, la fameuse usine Toyota à Valenciennes, c'est très bien, c'est un investissement pérenne avec des emplois, etc. Ça, évidemment, on est tous pour. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière, en vérité, la plupart des investissements étrangers sont faits pour racheter nos entreprises françaises, pour prendre notre savoir-faire, et dès qu'on peut, hop, on déménage l'usine. On a parlé d'ordre mondial, on va parler d'un problème mondial aussi, qui est la crise climatique et la crise écologique, donc l'effondrement du vivant. Et si on intégrait, par exemple, dans la formation initiale et continue des professeurs, un enseignement aux enjeux écologiques pour qu'ensuite ces enseignements soient diffusés auprès des jeunes dès la maternelle. Alors j'ai 3 enfants, donc j'ai suivi leur parcours scolaire depuis une quinzaine d'années. Moi, j'ai vu au collège et au lycée, j'ai eu l'impression que les cours de géographie, par exemple, se limitaient à cette question. Une semaine, c'est le développement durable en Angleterre. La semaine d'après, c'est le développement durable en Chine. Je vous assure, mais vous devez le savoir puisque vous êtes encore jeune, que cette question est plus qu'au cœur des cours. Moi, je regrette qu'on ne parle que de cela, en vérité, en cours de géographie, par exemple. J'aurais aimé que l'on parlât davantage de la géographie physique de la France, de ce qu'on nous apprenait, nous, quand nous étions enfants, c'est-à-dire les montagnes, les cours d'eau, la beauté des paysages français, la nécessité de les entretenir, d'où ils viennent, etc. Ça m'importait aussi. Et je pense d'ailleurs que l'écologie, ce n'est pas seulement, même si c'est important, avoir conscience de ces enjeux climatiques, c'est aussi une science de la conservation. Alors, Monsieur Zemmour, je Oui. représente les lecteurs de notre temps, donc retraités pour la plupart. Retraité, ça veut dire retraite. Certes. Voilà. Alors, comment concilier pérennité et équité ? Donc, alors, il y a le pouvoir d'achat, bien sûr. Il y a les carrières heurtées, surtout chez les femmes. Il y a de multiples dispositifs de reversion. Et ce n'est pas vraiment l'équité. Tout à fait. Donc, quelles sont vos solutions ? Alors, nous avons un système de répartition que tout le monde connaît, qui repose sur la solidarité des générations. Or, vous savez aussi, nous avons une pyramide à l'envers. C'est-à-dire que nous avons une génération d'enfants nés en 1945, qui sont les plus nombreux de l'histoire de France, qui aujourd'hui atteignent leur retraite, qui vont attendre même le grand âge, à 80 ans, 85 ans, très nombreux, et avec des actifs de moins en moins nombreux. Vous aviez dans les années 50 un rapport actif-inactif de 5 à 1.
vous êtes aujourd'hui à 2, voire 1,7, et on va être à 1,2 très vite. Donc chaque actif devra financer un inactif, c'est intenable. Donc il nous faut absolument rallonger l'âge de la retraite. Moi j'ai proposé 64 ans parce que selon les calculs du corps, vous savez le COR, c'est ce qui permet de revenir à l'équilibre puisqu'aujourd'hui nous avons un très lourd déficit. Par ailleurs, pour les petites retraites, là vous avez tout à fait raison, c'est vraiment indigne. En France, on est vraiment, on avait fait un énorme effort dans les années 70 pour rattraper. Les petites retraites étaient très faibles dans les années 60. Mon grand-père ne vivait que parce que ses enfants lui donnaient une partie de leur paye. Sa retraite était ridicule. Et pour certains, nous sommes revenus à cette époque-là. Et donc, j'ai plusieurs mesures pour cela. La première, je propose la baisse de la CSG qui permet à tous les salaires jusqu'à 2 000 euros d'avoir quasiment un 13e mois, 105 euros de plus par mois, et donc à la fin de l'année, un 13e mois, que je finance justement par le fait que je supprime les allocations sociales aux étrangers. Donc les 20 milliards que je gagne, je finance ainsi cette réduction de la CSG. Et je prolonge cette mesure avec la réduction de la CSG pour les petites retraites, ce qui fait quand même 600 euros par an. Par ailleurs, ce que je propose, c'est l'augmentation de la part de la pension de reversion pour les veuves, en général ce sont des veuves, mais il y a aussi des veufs, de 54%, vous savez qu'aujourd'hui c'est à 54%, jusqu'à 75%. Et je rétablis la demi-part fiscale des veuves qui a été supprimée par François Hollande. Bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour, mademoiselle. Donc moi je porte les propositions des jeunes de la France avec Victor. Et si l'éducation nationale protégeait ses élèves, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière? Moi, pardonnez-moi, j'entends national. Donc je protège les nationaux, donc les Français. Nous n'avons pas vocation à accueillir tous les enfants du monde. Pour l'école, alors là, je pense qu'il faut une école qui rétablisse l'égalité. Là, c'est le seul endroit où je vous suis volontiers. Une égalité entre tous les petits Français, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. Mais pour rétablir cette égalité, il ne faut plus en faire un objectif absolu. À ma manière, j'ai lutté contre les inégalités sociales. Je n'étais pas destiné à faire Sciences Po, à être ce que je suis devenu, à être un écrivain français, et aujourd'hui à être candidat à l'élection présidentielle. Quand j'étais jeune à Sciences Po, il y avait une statistique dont je me souviendrai toujours. La moitié des élèves étaient nés entre le 6e et le 7e et le 8e arrondissement de Paris. Moi, j'étais né à Montreuil et je vivais à l'époque dans le 18e arrondissement, dans la rue d'Oudoville. Vous voyez, les inégalités sociales, je sais ce que c'est. Mais c'est par le mérite, par l'effort, par la lutte pour l'excellence que nous allons mieux lutter pour la réduction des inégalités sociales, et non pas en faisant des mesures de discrimination positive qui sont une humiliation en vérité pour les gens modestes. Moi, j'aurais détesté qu'on me dise, comme aujourd'hui, tu rentres à Sciences Po parce que tu es né dans le 18e. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? C'est honteux. Je suis contre les mécanismes de Parcoursup dont les algorithmes favorisent tel quartier, tel immeuble, etc. Je suis contre le collège unique parce que ça met des enfants dans les mêmes classes qui n'ont pas le même niveau. Donc ça empêche les meilleurs de progresser encore plus. Et ça empêche même les plus faibles d'avoir des méthodes adaptées. Je suis pour le retour des méthodes traditionnelles, du par cœur, des tables de multiplication, de l'appropriation à la fois de l'histoire française et de la langue française, de la littérature, par l'appropriation des grands textes. C'est ça, la lutte contre les inégalités sociales. C'est d'où qu'on vienne, on est à la table de Chateaubriand ou on est à la table de Pascal. C'est magique. Nous voudrions vous poser une question sur le handicap et les personnes handicapées, et en particulier sur l'inclusion que certaines personnes proposent. Je sais qu'on a beaucoup critiqué ma formule qui était rapide, mais vous allez la comprendre très bien quand j'ai 2 minutes pour l'expliquer, je crois, parce que l'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre des enfants handicapés dans des classes ordinaires, avec les autres enfants. C'est évidemment très bien quand les enfants peuvent suivre, en tout cas avec une aide évidemment, et qu'ils peuvent suivre les cours. Il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas, dont le handicap est trop lourd pour suivre des cours ordinaires, même avec les fameux AESH.
Et c'est pour cela que j'ai proposé des établissements spécialisés, qui existent d'ailleurs. Il y a aujourd'hui, et c'est la honte de la France, 8000 familles qui tous les matins prennent leur voiture pour aller en Belgique et pour aller dans des écoles spécialisées. C'est honteux. Donc moi, ce que j'ai proposé, c'est 2 choses. 1, c'est plus de AESH formés, et 2, la création d'écoles spécialisées pour ceux qui ne peuvent pas aller en établissement ordinaire. Derrière l'image flatteuse de l'inclusion, on fait beaucoup d'économies. Vous voyez, l'État fait des économies sur le dos des enfants handicapés. Parce qu'on dit, de toute façon, on a le principe d'inclusion, donc ils doivent tous aller dans des établissements ordinaires, et puis comme ça, on ferme des établissements spécialisés. Moi, je ne veux pas de cela. Quelle est votre position personnelle sur la fin de vie, les soins palliatifs? Quelle est votre position sur l'euthanasie également? D'accord. Alors, la génération la plus nombreuse de l'histoire de France va arriver à 80 ans, à 85 ans. Et en plus, nous sommes aussi l'époque où les gens vivent le plus vieux. Donc, nous devons absolument prendre compte, tenir compte de cela. Et moi, je pense que nous devons, 1, mettre les moyens pour cela. 2, privilégier la retraite à la maison plutôt que la maison de retraite. La plupart des gens veulent vieillir chez eux. Et donc, développer un réseau d'aides-soignantes à domicile, dont j'augmenterai les salaires de 10%, parce que je pense que c'est très important. Aussi, il faut trouver un statut aux aidants familiaux. J'ai connu ça très bien. Ma mère était très malade à la fin de sa vie, et j'ai vu les 2 choses d'ailleurs. J'ai vu la maison de retraite parce qu'elle n'était plus autonome, et j'ai vu comment mon père devait consacrer tous les repas à l'aider à manger, parce que sinon elle refusait de se nourrir. J'ai vu le dévouement du personnel soignant dans ces maisons de retraite. J'ai vu aussi la médiocrité des repas. Donc je prévois à peu près un plan de 600 000 places, parce que nous allons avoir besoin, au-delà de ceux qui veulent rester à la maison et qui le peuvent, nous allons avoir besoin de places en EHPAD. Je souhaite un réinvestissement public dans les EHPAD. Ça ne veut pas dire qu'on interdit au privé d'intervenir, ça ne veut pas dire sous réserve d'une meilleure surveillance par les préfets, etc., vu le scandale qu'on a vu récent dans les EHPAD. Mais la puissance publique doit réinvestir ce domaine, parce qu'on n'aura pas assez du privé. Par ailleurs, pour l'euthanasie et pour les soins palliatifs, là, je vous avoue, et là aussi, j'ai vu ça de près, je suis très, très prudent. Nous n'avons pas une mauvaise loi qui est sur un chemin de crête, la fameuse loi Leonetti, qui est sur un chemin de crête, on voit bien, pas d'acharnement thérapeutique, mais pas d'euthanasie. Mais je suis pour les soins palliatifs, évidemment. C'est pour ça que je vous dis, le maximum de soins palliatifs sans acharnement thérapeutique, parce que je vois même, je vous dis ça parce que j'ai très bien connu mon père, quand il a vu l'état de ma mère, il a dit, moi je veux pas, je veux pas d'acharnement thérapeutique, hein, c'est bon. Hein. Vous voyez, je comprends, je pense que j'aurai la même réaction que lui et que j'aurai la même réaction que lui. Donc je pense qu'il faut soins palliatifs, oui, mais pas d'acharnement thérapeutique et évidemment pas d'euthanasie. Vous voyez, cet équilibre, mais je reconnais que c'est un chemin de crête.